d'être là avec vous. Je remercie Clara et Benjamin pour votre invitation. Et je m'excuse de ne pas avoir pu vous rejoindre plus tôt. J'étais connectée, mais en fait, j'étais encore au travail aussi en parallèle. Donc voilà, je regrette de ne pas avoir pu entendre la conférence de mon amie paloise Julie. Et je visionnerai donc avec intérêt l'enregistrement vidéo. Alors, comme l'indique le titre de ma communication, et là j'en profite pour partager mon super PowerPoint, ça peut être pas mal. Non, c'est pas le bon. Où est-il? Voilà. C'est comme ça que je partage. Vous voyez quelque chose à l'écran ou pas du tout? Oui, Oui, on c'est va. bon. Ok, très bien. Donc, comme l'indique le titre de ma communication, je souhaite ici parler et partager avec vous mon expérience, en particulier à celle relative à certains de mes cours dispensés à l'Université d'Aix-Marseille durant les années universitaires 2018-2020 et qui ont donc porté sur la réception de l'Antiquité. Avant d'évoquer le contenu et le développement de mes enseignements, une petite remise en contexte se révèle nécessaire pour expliquer comment j'en suis venue à enseigner la réception de l'Antiquité. Alors, j'ai été recrutée en tant qu'attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université d'Aix-Marseille et j'y ai donc enseigné sur 2 années, l'année 2018-2019 et l'année 2019-2020. J'avais pour fonction l'enseignement de la discipline Histoire de l'art dans le département d'art plastique. C'est une petite information quand même importante. Les formations d'art plastique dans les universités françaises, qu'elles soient dispensées à Aix-Marseille ou bien à Bordeaux-Montaigne, hein, je parle des facs que je connais, j'ai été étudiante à Bordeaux-Montaigne, reposent sur 2 principes. La pratique d'un côté, pratique graphique, bidimensionnelle, tridimensionnelle, par exemple, et la théorie de l'autre côté qui regroupe des approches à l'esthétique, à la sociologie de l'art et bien entendu à l'histoire de l'art. Cet enseignement de l'histoire de l'art dans le département d'art plastique est une forme, on va dire, plus légère. On n'est pas dans un département d'histoire de l'art classique. Et donc, c'est suivant ces modalités d'enseignement de l'histoire de l'art en art plastique que j'ai pu penser des cours, sachant que je n'ai eu que des cours magistraux à dispenser et j'avais une totale liberté dans les contenus. Seulement des intitulés pour mes cours. Alors pour les premières années de licence, j'avais 2 cours, un cours d'histoire de l'art 15e, 19e, et un cours d'histoire de l'art 20e, 21e siècle. Donc on est vraiment sur des périodes assez larges, ce qui n'arriverait pas normalement dans un département d'histoire de l'art où l'enseignant reste vraiment sur sa discipline, limite sur les 100 ans de sa période, et ne va pas au-delà. Donc là, pour ces cours-là, d'histoire de l'art 15e, 19e et 20e, 21e, on était sur des modules de 12 séances de 2 heures. C'était un enseignement sur un semestre complet. Pour les 3e années de licence, c'était un cours d'histoire de l'art contemporain. C'était 12 séances cette fois-ci, mais de cours magistraux de 3 heures. Donc c'était des enseignements assez riches et assez chargés sur la période contemporaine, globalement des années 60 à nos jours. Et pour les 2e années de licence, c'est ce qui nous intéresse ici, il s'agissait d'un cours magistral encore, un module de 12 séances de 2 heures, qui s'intitulait « Histoire de l'art thématique ». Donc, que mettons dans l'histoire de l'art thématique? Eh ben, c'était au choix de l'enseignant. L'enseignant était libre de choisir la thématique en histoire de l'art qu'il allait aborder.
Et s'il le souhaitait, et s'il le pouvait, et là le but c'était de le faire, c'était de développer durant les 12 séances, soit 24 heures de cours, son domaine de spécialité. J'ai ainsi eu cette opportunité de penser tout un cours sur mon domaine de prédilection, qui sont les références à l'Antiquité dans l'art contemporain, en envisageant des bornes chronologiques élargies, parce qu'effectivement, ma thèse, c'était des années 80 à nos jours, 2021. Cet enseignement sur la réception de l'Antiquité dans un département d'art plastique m'a paru judicieux à plus d'un titre. Et je vais vous expliquer les raisons qui expliquent pourquoi j'ai fait ce cours. Tout d'abord, à mon sens, cela permettait aux étudiants d'envisager l'histoire de l'art sous un angle peu connu, pensé en dialogue sur deux périodes qui semblent totalement antagonistes au premier abord, l'Antiquité et la période contemporaine. La deuxième idée, principe, c'était d'initier les étudiants d'art plastique à l'histoire de l'art antique, sans quoi ces périodes, que ce soit monde égyptien, grec ou romain, n'auraient pas été abordées durant leurs 3 années de licence. C'est-à-dire qu'en fait, les arts plastiques, l'enseignement de l'histoire de l'art en arts plastiques vise avant tout l'art contemporain, et généralement, les enseignants font débuter ça avec les avant-gardes de la fin du 19e siècle. Mais là où j'ai pu être en désaccord avec certains de mes collègues, c'était que pour moi, il était difficile d'évoquer le bouleversement des avant-gardes sans connaître ce qui s'était fait avant, et pourquoi finalement les artistes proposaient tout autre chose. L'enjeu aussi d'enseigner la réception de l'Antiquité, c'était d'étudier au-delà des arts dits traditionnels, en ouvrant ici à l'ensemble des arts visuels. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le voir dans le déroulé de mes séances. On a parlé art contemporain, certes, mais on a aussi évoqué le cinéma, la mode, les jeux vidéo, le manga, etc. L'idée, c'était vraiment de comprendre et de saisir tous les enjeux que soulève cette étude de l'Antiquité après l'Antiquité, pour reprendre une formulation que j'aime beaucoup de Pascal Payen. Aussi, pour défendre un peu mon domaine d'expertise, c'était aussi de montrer aux étudiants que l'histoire de l'art n'est pas une discipline poussiéreuse. Et l'idée, c'était vraiment de leur donner envie d'aimer l'histoire de l'art, car les étudiants d'art plastique, généralement, sont connus pour ne pas aimer la partie théorie. Voilà. Donc là, je vous propose, après cette petite mise en perspective, de vous montrer les questionnements que j'ai pu avoir et les approches méthodologiques de ce cours de 24 heures. L'idée, c'est de savoir comment finalement organiser l'enseignement de ce nouveau cours, et pour lequel aussi je n'avais pas forcément d'exemples sur lesquels m'appuyer, parce qu'effectivement, moi, j'ai fait une double formation d'art plastique et d'histoire de l'art, et à aucun moment dans ces cours-là, j'avais eu cette approche-là de l'art, en fait. Donc, généralement, quand on commence à enseigner à l'université, on se replonge dans les cours que l'on a reçus quand on est étudiant. Moi, c'est vrai que j'avais gardé tous mes cours d'art plastique et d'histoire de l'art pour pouvoir après m'inspirer aussi de certains de mes cours et de certains cours qui m'avaient été dispensés par des professeurs vraiment très intéressants. Voilà. Donc très rapidement, pour ce cours sur d'histoire de l'art thématique, réception de l'Antiquité, je me suis demandé s'il était possible d'étudier les références à l'Antiquité dans les arts visuels à des étudiants qui n'avaient a priori pas ou peu de notions d'histoire de l'art antique. Par exemple, et là vous pouvez voir ces exemples à l'écran, était-il judicieux
d'évoquer directement les corails en savon de l'artiste coréenne Mi Kyung-shin, sans même connaître les corails de l'Acropole. Autre question encore, hein. Admettons ces très belles chaussures de Karl Lagerfeld dans la collection La modernité de l'Antiquité en 2017-2018. Pouvait-on parler directement de ces colonnes ioniques sans avoir abordé avant les ordres d'architecture, hein? Donc, ce sont des petites questions que je me suis posées. Il est vrai que j'ai eu le temps de préparer ces séances parce que j'ai su que j'avais été recrutée en juin pour une rentrée en septembre, et mes collègues avaient été très réactifs en m'indiquant les intitulés de mes cours. Donc finalement, j'avais eu l'été pour réfléchir à ces questions-là et en parler autour de moi à certains de mes collègues, notamment d'Antiquipop. J'ai donc fini par trancher et ai opté pour la solution suivante qui présente évidemment des limites. Certains collègues risquent d'avoir les poils qui s'hérissent, car en effet, hein, ça va pouvoir s'apparenter à un survol de la discipline qu'est l'histoire de l'art et a fortiori l'histoire de l'art antique. Là, je vous ai mis le visuel de la première diapo qui s'affichait. J'ai retrouvé mes diapos avec grand plaisir pour préparer cette petite communication. Et donc, voilà, j'indiquais donc 12 séances de 2 heures sur 24 heures. Et j'ai fait le choix de faire 6 cours d'histoire de l'art antique et 6 cours sur les arts visuels. Et ce découpage correspondait au découpage de l'université, c'est-à-dire qu'il y avait 6 semaines d'enseignement, 1 semaine de pause pédagogique et 6 semaines pour finir le semestre. Donc les premiers cours ont été consacrés à l'histoire de l'art antique. J'ai proposé ce développement-ci. Un premier cours sur l'Égypte antique, de l'Ancien Empire à l'Égypte ptolémaïque. Donc on est sur des périodes extrêmement larges. Le but ici, c'était de montrer aux étudiants de s'arrêter sur quelques créations phares que l'on retrouverait après dans la pop culture. Les pyramides de Khéops, par exemple, le portrait de Néfertiti. Et c'était surtout de montrer aussi sur une frise chronologique, de montrer finalement que tout ne s'est pas produit au même moment, et que finalement un portrait de Cléopâtre n'a rien à voir avec les pyramides de Khéops réalisées bien des années auparavant. La deuxième séance, c'était sur la Grèce antique de la période dite géométrique au style sévère. Là, il faut imaginer qu'en cours d'histoire de l'art, hein, classique, on fait un semestre sur ces thématiques. Là, c'était un cours de 2 heures, hein. Donc, c'était vraiment une réflexion, aller à l'essentiel, proposer une vision assez générale tout en ciblant sur quelques œuvres précises. Il en a été de même pour la période classique, de la période dite classique à l'époque hellénistique, hein, donc c'était la Grèce antique 2. La Rome antique, j'avais fait des Étrusques jusqu'à la fin de la Rome républicaine, puis de l'Empire romain à l'Antiquité tardive, donc on est encore sur des périodes extrêmement larges, et j'ai vu tout à l'heure que Cyrielle était connectée, et peut-être que... Elle ne doit pas en revenir de ce que je lui raconte. Mais voilà, effectivement, l'idée, c'était vraiment de s'arrêter sur quelques-unes des œuvres phares, parce que sinon, mes pauvres petits étudiants, n'auraient même pas vu une fois la Vénus de Milo en 3 ans d'enseignement d'art plastique. Et pour moi, c'était inconcevable qu'ils ne voient pas ça, surtout quand on pense aux arts plastiques, quand on pense au dessin. Alors évidemment, les étudiants ne font pas du dessin académique, mais comprendre d'où vient le canon classique, c'est quand même, pour moi, la moindre des choses. La dernière séance, hein, Antiquomanie et Égyptomanie, permettait de faire la transition entre ce qui avait été vu les 5 séances précédentes et ce qui allait mener aux 6 suivantes, sachant que j'ai toujours aimé faire un peu de teasing, donc l'idée c'était vraiment
de leur donner envie de s'intéresser à ce cours. Hein. Donc, chaque séance a au final été très courte. Hein. Cela a supposé de faire des choix, de n'aborder que les œuvres phares de la période. Et donc, comme je disais, il est évident que dans un département d'histoire de l'art classique, hein, une telle conception aurait été impensable. L'enjeu donc était, dans ces premières séances, de cibler des œuvres qui seraient finalement reprises et transformées dans les arts visuels. Hein. L'idée, c'était vraiment qu'ils identifient, qu'ils connaissent, qu'ils identifient d'abord, pas connaître parce que évidemment, en 6 séances, on ne peut pas connaître la totalité de l'histoire de l'art antique, mais du moins qu'ils sachent que cette œuvre-ci, c'est de l'Antiquité et qu'on la retrouve dans de la création contemporaine. C'est un cours pour lequel j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à travailler, parce qu'en fait, il y avait cette réflexion sur cette histoire de l'art antique que l'on retrouvera plus tard, mais il y avait aussi cette volonté de réintégrer le côté pratique plastique, et notamment comment est-ce qu'on fait dans l'Antiquité une sculpture quand elle n'est pas en marbre. Donc on avait abordé la technique de la fonte à la cire perdue, de la cire en creux, on avait aussi abordé la question de la polychromie des antiques, et là c'est vrai que j'avais des étudiants qui étaient choqués de découvrir que les sculptures de l'Antiquité n'étaient pas blanches. Ça, effectivement, ce sont en plus des problématiques, la question de la polychromie que l'on retrouve dans le travail de nombreux artistes contemporains. Je pense en plus, plus particulièrement ici à Francesco Vezzoli, qui est un des artistes phares montants actuels. Ces questions-là de polychromie l'intéressent énormément, et c'est vrai qu'il aurait été dommage de finalement montrer des œuvres d'art contemporain d'un artiste qui badigeonne des antiques de peinture, hein, des vrais antiques, dans sa pratique, sans expliquer pourquoi il fait ça. Parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est un artiste contemporain, il met de la peinture sur des sculptures, bon, soit. Mais en fait, non, effectivement, dans l'Antiquité, les sculptures étaient peintes. Et c'est vrai que si on n'a pas ce détail-là, c'est un peu compliqué de comprendre la suite. On avait aussi abordé la question du canon. Là, je reprends l'exemple du Doryphore. Je prends l'exemple ici du Doryphore de Polyclète. Mais voilà, on a aussi vu donc, la victoire de Samothrace, le discobole, les portraits de Constantin. J'ai vraiment tenté de balayer pour qu'ils aient vraiment une banque d'images. C'est ça que je pourrais dire, se faire une banque d'images. Et dans la mesure du possible, je restais d'être un peu comique en ajoutant quelques références, notamment ici cette très belle case de à la fois caricature et bande dessinée, où on retrouve en fait finalement ces petits personnages, ces petites femmes qui tombent sous le charme d'un jeune homme donc égyptien, qui a une pose nouvelle, hein, parce qu'il a fait un contrapposto, et donc il montre qu'il est très dynamique parce que ses hanches ne sont pas parallèles avec ses épaules, hein, et donc voilà, je m'arrangeais toujours je voulais vraiment ajouter des petites doses d'humour dans ce cours, parce que aussi ce sont des petits détails qui permettent aux étudiants de retenir. Et pour moi, je voulais vraiment pas faire un cours barbant d'histoire de l'art antique, comme j'avais pu avoir moi quand j'étais aussi étudiante en histoire de l'art, parce que les cours d'antique n'étaient pas tout le temps les cours les plus joyeux, hein, dans la façon dont ils sont faits. Les étudiants ont été relativement intéressés. J'avais des retours au fur et à mesure. Je leur demandais leur avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous intéresse, etc. Les retours étaient vraiment positifs. Et donc, ils attendaient aussi un peu avec impatience de découvrir la suite, parce que c'est vrai que lors du premier cours, je leur avais mis le teaser du clip de Olympia de Paco Rabanne avec cette musique de Kanye West, et je leur avais dit on va étudier ça, et ils disaient non, c'est pas vrai, on va pas faire ça. Je fais si, on va vraiment faire ça. Et donc, c'est vrai que c'était assez surprenant, et là, j'y pense, je l'ai pas noté, mais quand j'ai évoqué ces questions-là avec les étudiants, une question qui m'était parvenue d'un étudiant, c'était mais madame,
est-ce qu'on aura le droit de citer Beyoncé dans une copie? La réponse était oui, évidemment, parce que c'était une petite thématique du cours. Mais c'est vrai que les étudiants ont été surpris de voir qu'on pouvait vraiment faire le lien entre les deux et que l'histoire de l'art, c'était aussi l'histoire du temps présent, de la culture pop, encore plus pour les étudiants d'art plastique qui étudient qui doivent étudier aussi ces supports-là, parce que potentiellement plus tard, ils seront recrutés dans des agences de com, par exemple. Donc pour moi, c'était vraiment important d'aborder ces points-là. Donc, concernant ces cours, les 6 cours sur les arts visuels, donc on a fait l'Antiquité spectacle, cinéma et séries télé. Je m'arrangeais aussi pour montrer des extraits, hein, c'était aussi le but. Il y a eu l'Antiquité marketing, là j'avais regroupé musique, mode et cosmétique. Ça avait été très sympa, d'autant plus que concernant cette antiquité cosmétique, antiquité marketing, avec mon ami Fabien Bièvre-Perrin on avait participé à un colloque justement sur le parfum et les odeurs, et donc j'avais pu rapporter les petits échantillons et faire sentir aux étudiants les parfums, ces parfums très antiques qui vous font devenir des dieux et des déesses, ou pas. 2 séances avaient été faites sur l'Antiquité dans l'art contemporain, parce que là, effectivement, je ne me voyais pas ne pas évoquer ces sujets-là, mais c'est vrai que je ne voulais pas faire des séances que sur ces thématiques-là. Donc ça m'avait paru important, voilà, de couper ce cours en 2, voilà, en 4 heures. C'était pas énorme non plus, mais voilà, on s'était intéressé à des artistes comme Jeff Koons, comme Pierre et Gilles, Miki Young-shin, c'était plus haut, Léo Kaya, hein, donc j'avais vraiment ratissé large, en montrant aussi que ces problématiques-là d'antiquité dans l'art contemporain, même si je ciblais les années 80 à nos jours, étaient aussi plus anciennes et remontaient à une autre période. Et c'est vrai que le lien avec ce petit cours sur anticomanie, égyptomanie, permettait aussi de montrer un intérêt certain dès le 19e, et même dans les productions, là je pense évidemment à Picasso vu que je travaille sur ça maintenant, mais voilà, de montrer que finalement on peut faire de l'histoire de l'art transversale avec un sujet commun, l'Antiquité. J'avais aussi abordé donc l'Antiquité mise en case, BD, comics, manga, et l'Antiquité et les jeux vidéo. C'était assez intéressant, on s'était bien amusés. En exemple d'art contemporain, alors moi, c'est vrai que je suis spécialisée en antiquité grecque et romaine, mais je voulais aussi aborder avec eux l'antiquité égyptienne qu'on retrouve beaucoup. Je me suis dit, c'est un cours que je ne ferai qu'1 ou 2 fois, parce que ce serait étonnant quand même de pouvoir refaire des cours de réception de l'Antiquité ultérieurement. Donc j'ai vraiment voulu aussi leur montrer le côté égyptien, qu'ils ont beaucoup apprécié, notamment dans le sujet de partiel, j'y reviendrai après. Donc là, j'avais mis Isaac Ensken, donc sur la figure de Nefertiti. C'est en vrac, hein, je vous montre quelques diapos comme ça. Donc on était revenu donc sur le parfum Kouros d'Yves Saint Laurent. Le cinéma ici avec Percy Jackson, le voleur de foudre. Alors c'était assez intéressant parce que dans ce film, il y a un Parthénon qui ne se trouve pas à Athènes mais à Nashville et qui existe vraiment. Et c'était assez intéressant effectivement de retrouver ce modèle exporté aux États-Unis. Donc c'était dans ce cours-là, on parlait vraiment de notions de transfert, de diffusion, de réappropriation aussi. Donc toutes ces questions-là permettaient finalement une ouverture sur le monde pour les étudiants. Je rebondis aussi ici dans cette création à Nashville, hein, ce Parthénon créé fin du 19e, il y a une sculpture d'Athéna, une Athéna Parthénos qui fait 12 mètres de haut. Et donc là, il a pu être question aussi d'aborder ces notions de restitution et de reconstitution aussi auprès des étudiants, ce qui était assez intéressant. Parler de polychromie aussi, évidemment.
Dans les séries, bon, bah, on parlait de Game of Thrones, surtout qu'en plus la saison la dernière venait de sortir. Et donc là, faire le lien aussi avec ce portrait de Caligula et là de Geoffrey Baratheon était assez intéressante. Les étudiants, oh, j'y avais pas pensé, je connaissais pas, c'est trop bien. C'est vrai que ça faisait plaisir d'avoir ces retours assez enthousiastes, parce que c'est vrai que quand on se lance dans ce cours-là, on se dit, est-ce qu'ils vont être réceptifs, est-ce que ça va le faire ou pas? Et finalement, ça l'avait fait. J'avais pu ce qui avait aussi aidé dans la préparation de ce cours-là, c'est qu'on était en plein moment aussi de l'exposition Age of Classics pour laquelle j'avais été co-commissaire avec Mathieu Scapin. Donc, j'avais des sources et des ressources pour les étudiants. Cette première année d'ailleurs en tant qu'ATER, j'avais invité les étudiants qui souhaitaient au vernissage de l'expo. Certains sont venus jusqu'à Toulouse pour voir l'exposition. Et après, en matière, il y avait aussi ce catalogue fort utile pour les étudiants parce que tout ce qui avait été vu durant ces 6 séances, il y avait des sources dans les catalogues. En parlant de sources, donc il y avait le catalogue, il y avait aussi les articles écrits par mes collègues d'Antiquipop. Je pense là ici à Fabien, aussi à Nadège, Wolf, pour les questions de musique et de rap notamment. C'est vrai que c'était assez intéressant et c'est vrai que je renvoyais aussi les étudiants sur ces sources en ligne gratuites. Parce qu'effectivement, quand certains sont venus me voir au tout début en disant j'ai commencé juste à regarder, j'ai rien trouvé en biblio à la bibliothèque. Effectivement, il n'y avait pas encore grand-chose à ce moment-là, parce que là, on était encore en 2018, là, 2022, et il commençait à y avoir quand même plus de documentation. Donc voilà, je m'étais aidée, voilà. L'exposition était bien tombée aussi pour pouvoir proposer aux étudiants de voir les œuvres en vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on leur montre une œuvre de Jeff Koons sur un PowerPoint, c'est pas la même chose que voir un Jeff Koons en vrai. Hein. Donc il y avait aussi ce question de créer un dialogue et d'inciter les étudiants à aller dans les musées. Donc là, bon, j'avais mis les 3 pôles, hein, Europe occidentale, États-Unis, Asie extrême-orientale. Donc voilà, les sources de mes cours aussi étaient visibles évidemment dans le catalogue. L'année suivante, il n'y avait plus l'exposition pour les étudiants. J'ai donc opté pour une autre possibilité, inviter un artiste sur le campus. Et ici, c'était inviter l'artiste Léo Caillard, que je connais bien parce que c'est un des artistes phares de ma thèse. Et donc, je l'ai invité sur le campus pour qu'il puisse échanger avec les étudiants de 2e année, mais pas uniquement aussi. Donc, c'était en amphi et le midi, il avait passé le déjeuner sur les marches à Aix, sur le campus, à discuter avec les étudiants, mais pas forcément d'antiquité et d'art contemporain. Mais là, ça ouvrait aussi la question de... on est face à des étudiants qui sont en art plastique, certains veulent devenir des artistes. Ça reste compliqué je trouve, d'enseigner en art plastique sans finalement inviter des artistes. Et c'est vrai que j'ai fait le choix d'inviter Léo Caillard pour qu'aussi il puisse discuter et que les étudiants puissent lui poser les questions. Comment est-ce qu'il a fait pour en arriver là où il en est, comment est-ce qu'on crée, comment on fait des expos, etc. Donc ça permettait aussi de voir plus large. Et puis bon, évidemment, moi, je raccrochais aussi avec mon sujet. J'en profite pour dire aussi que cette invitation-là et plus généralement la question de l'Antiquité dans l'art contemporain pose encore problème. Certaines personnes, voilà, j'ai subi cette insulte très grave, m'indiquant que j'étais une réac, parce que finalement, un sculpteur sur marbre n'aurait pas sa place dans un département d'art plastique, ne serait-ce pour une invitation pour parler 3 heures avec les étudiants.
c'est dommage parce que, à mon sens, le but, c'est d'ouvrir le champ des possibles aux étudiants et de leur montrer tout ce qui se fait aussi dans l'art contemporain. Et il n'y a pas que de l'art abstrait, conceptuel et de l'installation, il y a aussi d'autres choses. Et c'est ça aussi qui me tenait à cœur de montrer aux étudiants, et après, qu'ils développent ou non ces pratiques-là, hein, c'est à eux de décider, mais qu'ils sachent que ça existe. Voilà. Toujours dans cette idée d'aller au-delà du cours magistral, il y avait ce projet toujours avec Fabien et aussi Clara nous avait rejoint, de ce cycle Antiquité et cinéma sur le campus d'Aix-Marseille, où nous avions fait des projections ouvertes à tous les étudiants qui le souhaitaient. Donc c'était le soir, je ne sais plus, le jeudi peut-être, je ne sais plus quel jour. Et donc, c'était visionnage d'un film en amphi et après, discussion avec les étudiants. Et en amont, juste avant, un petit résumé, une petite explication sur ce qu'ils allaient voir, ce qui allait être intéressant de voir avec un œil nouveau en se disant attention à la façon dont sont traités les Perses, c'est assez, voilà, par exemple, pour 300, c'est assez intéressant, ou aussi de déconstruire un peu les clichés que l'on retrouve dans la majorité de ces péplums. Donc c'est vrai que c'était assez, j'en garde aussi un bon souvenir, et c'est vrai que je faisais aussi la pub aux étudiants en leur disant là où cette semaine on étudie le lien qui allie l'Antiquité et le cinéma, mais n'oubliez pas qu'aussi jeudi, il y a la projection d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, et qu'il y aura plein de références à retrouver et plein d'anachronismes aussi à voir et à repérer. Enfin, pour parler peut-être de la partie liée aux examens, finalement, comment noter ce cours? C'est une question à laquelle on se pose pas, à laquelle on ne pense pas au premier abord, mais c'est de dire finalement comment est-ce que je vais noter les étudiants sur un cours nouveau qu'ils ont l'air d'apprécier. Et cette question voilà, qui m'était restée en tête, mais madame, est-ce qu'on va pouvoir parler de culture pop et de Beyoncé ou autre? Et cette question-là m'était restée en tête. Et c'est pour ça qu'au moment de l'intitulé de la réflexion sur le sujet du partiel, il m'est venu l'idée de carrément citer ces auteurs contemporains. Et donc le sujet que j'ai retrouvé et que j'avais donné aux étudiants, c'était D'Horus à Kanye West, de Nefertiti à Rihanna, l'imaginaire du pharaon et des reines d'Égypte dans les arts visuels. Donc là, comme ça, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix, ils seraient obligés de me parler de Kanye West et de Rihanna, et en même temps de sculptures égyptiennes et du portrait de Nefertiti, notamment d'un très beau buste de Nefertiti sculpté par Damien Hirst, mais qui représente surtout Rihanna. Donc voilà, c'était assez intéressant, et j'ai eu des très très bons résultats. C'est-à-dire que pour les cours plus classiques, de première année, c'est pas les mêmes périodes, mais on était sur un cours quand même assez classique. Les étudiants qui avaient travaillé, évidemment, s'en sortaient bien. Ceux qui n'avaient rien fait, voilà. Là, pour ce cours-là de réception, je n'ai mis que très peu de notes en dessous de la moyenne. C'est-à-dire que le cours avait été retenu. Et là où j'étais contente, c'est qu'ils avaient autant retenu le côté contemporain que le côté antique. Les œuvres étaient bien référencées, il y avait des dates. Et finalement, ce ping-pong, cet aller-retour entre les deux périodes avait été assez intéressant. Et pour la première fois, j'avais mis un 20 sur 20 à une étudiante. Tellement c'était bon, c'était fin, il y avait des très bonnes réflexions. Et même des œuvres, les étudiants avaient cherché des références autres que celles de mon cours, parce que ça les avait vraiment intéressés. Donc là, me parler d'un Pokémon, je ne sais plus lequel, qui faisait très antique, je ne connaissais pas. Donc ça m'avait aussi permis de découvrir des choses. Et voilà, et c'était tout à fait passionnant.
Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, si j'ai dépassé ou pas le créneau, mais voilà, je vous remercie de votre attention.